Tandis que M. Woerth nous disait tout à l'heure que ça coûtait rien. Oui, non, mais écoutez, voilà, oui, écoutez, là, on ne peut que... En avançant des chiffres de l'OCDE. On ne peut que souscrire à ce discours. Il est bien évident. Comment est-ce qu'on peut vous dire que l'immigration ne coûte rien? Enfin, attendez, d'ailleurs, si elle ne coûte rien, on nous l'aurait dit. Le fait, à mon avis, que M. Bayrou ne nous parle pas de l'immigration, c'est la qu'elle loue, comme on dit. C'est évidemment un signal, à mon sens, très fort. Et je pense effectivement que c'est le président de la République aussi qui a dû lui dire non, on n'aborde pas la question de l'immigration. Il y a fort à parier que ce soit le président qui lui a dit de se calmer sur cette question. Mais il est bien évident. Écoutez, quand vous faites rentrer 500 000 personnes chez vous, vous vous rendez bien compte que ces gens, il faut les nourrir, il faut les soigner lorsqu'ils ont des problèmes de santé. Enfin, il faut pas être grand clair pour comprendre que ça coûte, je vais reprendre l'expression du président de la République, que ça coûte un pognon de dingue. Elle baisse d'1,5 milliard. Ça veut donc dire qu'on peut la faire baisser, cette contribution, et on peut même probablement faire une année blanche plutôt que d'aller chercher de l'argent dans la poche des retraités et des travailleurs. Donc voilà ce qu'on ferait. D'abord, on donnerait moins à l'Union européenne. Ensuite, on s'attaquerait aux dépenses tabous. Il n'y a pas un mot sur l'immigration. Enfin, l'immigration, on est en train de voir rapport Pouvreau, qui est sorti la semaine dernière, qui nous dit que le faible taux d'emploi des étrangers dans notre pays coûte 100 milliards d'euros. Enfin, on s'accroche quand même quand on voit des chiffres comme ça. Voilà. L'image, ou plutôt les images cette semaine, elles tournent tout autour de Monsieur François Bayrou, notre Premier ministre, qui a présenté un peu le budget qui cache la forêt. Effectivement, il avait une mission importante. Il lui fallait réduire le déficit en France à 4,6% du PIB grâce à 43 milliards d'euros d'économies qui ont été annoncés en grande pompe dans les médias, avec un mot quand même qui est revenu à bien des reprises. On a Courrier International qui nous parle d'annonce choc, France Bleu qui nous parle de propositions choc, Les Échos, régime choc, Champagne FM, le budget choc, BFM TV, les annonces choc. Toute la presse a utilisé la terminologie choc, alors que globalement, on est plutôt resté sur des sujets chics, si je puis continuer sur cette allitération, Jean-Yves, parce que ce prétendu choc, évidemment, se garde bien d'intervenir et de s'attaquer aux sujets qui fâchent, c'est-à-dire l'immigration, l'Union européenne, la guerre en Ukraine, la fraude sociale, l'insécurité, etc. Jean-Yves, vous avez évidemment un commentaire à faire. Oui, le mot choc est tout à fait abusif pour la raison que vous avez invoquée, à savoir qu'on ne traite pas les choses fondamentales. On va raboter un peu, on va rajouter de l'impôt comme d'habitude, on va raboter un peu, mais il n'y a pas vraiment de choc. Et notamment, on nous dit 45 milliards, ça paraît beaucoup 45 milliards, mais le déficit il est de 170 milliards. Donc c'est à peine le quart du chemin qui reste à accomplir pour rétablir un équilibre budgétaire. Ce qui serait évidemment nécessaire et qui sera nécessaire un jour. Donc choc, oui. Moyen. Bon, moyen. Comme on va le voir en continuant, les médias ont ensuite polarisé sur une petite partie du discours de François Bayrou. Et cette petite partie, ce sont bien sûr les jours fériés. On a François Bayrou qui a proposé effectivement la suppression de 2 jours fériés, lesquels, le lundi de Pâques et le 8 mai. Alors là aussi, il y a beaucoup de commentaires à faire, Jean-Yves. Oui, alors, je crois d'abord qu'il y a un aspect leurre dans l'affaire. Leurre, on polarise sur les jours fériés et pendant ce temps-là, on laisse passer la hausse d'impôts parce qu'il y aura quand même de la hausse d'impôts. C'est essentiellement des hausses d'impôts, les 45 milliards. Bon. Et le leurre est double. Parce qu'on lance 2 jours fériés, comme ça, le 8 mai et le lundi de Pâques, en fait, pour abandonner à terme le 8 mai, parce qu'on expliquera que c'est pas possible compte tenu de ce que le 8 mai commémore, et comme ça, on supprimera le lundi de Pâques, comme on a supprimé, comme Raffarin a supprimé, ou plus ou moins supprimé, il y a 20 ans, le lundi de Pentecôte. Sauf qu'indépendamment de l'aspect religieux de ces fêtes traditionnelles, c'est aussi ce qui permet à la fois les 3 jours de Pâques et les 3 jours de Pentecôte, un certain nombre de fêtes votives, de fêtes familiales, de fêtes communautaires, et donc finalement
c'est pas neutre, c'est un élément de destruction du tissu social pour un bénéfice en vérité assez dérisoire. Ce n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est les structures de dépenses. Les structures de dépenses, c'est la transition écologique qui coûte 25 milliards en pure perte. C'est l'immigration qui coûte 50 milliards à minima, on y reviendra. Voilà, c'est ça les vraies réformes qu'il faudrait. C'est le gaspillage associatif, c'est les agences d'État. Tout ça, on n'y touche pas et on lance dans le débat ce malheureux lundi de Pâques qui est un élément de convivialité. En demandant encore une fois à la France qui travaille de participer parce que ce sera Nicolas qui payera et Nicolas qui ne pourra plus fêter son lundi de Pâques. Alors les oppositions se sont déjà positionnées, ça y est Jean-Yves, elles commencent à agiter la menace de la censure du gouvernement Bayrou. Peut-être vous avez un commentaire à faire, alors ça a été annoncé pour l'instant par la gauche et par le Rassemblement national. Oui, bah alors c'est aussi du jeu politique, parce que on annonce la censure, c'est le minimum soit pour la voter, soit pour qu'on vous donne des arguments de ne pas la voter en acceptant certaines de vos propositions. Donc c'est aussi l'ouverture d'une négociation. Comme dirait le président Trump, c'est l'ouverture du deal. Voilà, oui. J'annonce la censure pour éventuellement, ça vaut pour la gauche, pour les socialistes comme pour le RN, pour éventuellement la retirer si j'obtiens quelques satisfactions réelles, pratiques ou symboliques. Voilà. Oui, ce sont beaucoup de tractations finalement qui sont cachées et recouverts parmi tout cet univers médiatique qui prend beaucoup d'espace, mais derrière les politiques, ça construit, ça marchande, ça nomine. D'ailleurs, il y a une nomination à la Cour des comptes qui n'est pas passée tout à fait inaperçue dans le même temps que ce budget. C'est Najat Vallaud-Belkacem qui arrive à la Cour des comptes. Et la Dépêche pose cette question. Ce choix est-il un marchandage politique? L'ancienne ministre s'en défend naturellement. Cela avait été annoncé par le Canard enchaîné le 8 juillet dernier quand même, donc ils étaient un peu à la pointe de l'info. Semblerait-il que cette nomination permettrait la neutralité dans un second temps du groupe Parti socialiste lors du vote du budget à la rentrée en septembre. Vous avez peut-être un commentaire à faire là-dessus. Elle va rejoindre M. Moscovici. Voilà, alors dans les corps d'État, il y a les nominations qui sont des promotions pour les gens qui sont dans le corps et qu'on promeut. Il y a des tours extérieurs pour les gens qui viennent d'autres administrations et qu'on nomme. Et puis il y a ce qu'on appelle les tours gouvernementaux, où le gouvernement nomme un peu à sa main, à sa disposition, les gens qu'il veut nommer, en fait, qu'il veut récompenser. Et donc, Mme Vallaud-Belkacem, qui a prétendu passer un concours, c'est pas un concours, elle va être choisie par faveur gouvernementale, comme d'autres d'ailleurs ont été choisis par faveur gouvernementale. Il y a quelques années, Mme Fadela Amara, ancienne fondatrice de l'association Ni pute ni soumise, une variante de SOS Racisme, et qui avait été ministre de M. Sarkozy, avait été nommée inspectrice générale des affaires sociales. C'est un peu le même esprit. Là, évidemment, on se dit peut-être qu'il y a peut-être un cadeau à M. Vallaud, qui est le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, et dont Mme Vallaud-Belkacem est l'épouse. Voilà, donc c'est un peu... ça paraît un peu cousu de fil blanc. Ça n'a rien de très nouveau quand même. Oui, c'est habituel. Mais c'était bien de le souligner. Il y a un autre aspect peut-être, monsieur Moscovici est réputé pour nommer, promouvoir, avantager les gens qui viennent du Parti socialiste. Ce n'est pas un président neutre de la Cour des comptes, c'est un président militant, c'est un président engagé. Absolument, et c'est d'ailleurs spécifié dans le Canard enchaîné. Il commence l'article de la façon suivante. Reste une question, Jean-Yves. Fera-t-elle, notre Najat Vallaud-Belkacem, des rapports, des notes sur le coût de l'immigration depuis sa nouvelle position? L'avenir nous le dira, mais c'est très peu probable. En tout cas, voici un petit rapport qui est passé assez inaperçu dans la presse suite à des données d'Eurostat qui nous révèlent
que le taux d'emploi des immigrés en France est le deuxième plus faible de l'Union européenne. Un article de Valeurs Actuelles aura fait le travail sur le sujet. On nous explique qu'en France, il y a 1,7 million d'immigrés qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni à la retraite. Et on nous explique que ce taux d'emploi des descendants d'immigrés, donc la deuxième génération, est de 59,7%, donc moins élevé encore que la première génération d'immigrés en France. L'estimation du manque à gagner de cette position des immigrés en France, ce serait 100 milliards d'euros par an pour l'économie française, donc ce n'est pas tout à fait rien en effet, et 45 milliards d'euros également de recettes fiscales et sociales qui sont manquantes à cause de ce taux d'emploi extrêmement faible. Alors, l'immigration, le débat est clos. L'immigration, ça coûte. L'immigration, ça coûte cher. C'est un élément fondamental du déficit. Et on en rajoute tous les ans. Parce que cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, il va rentrer 500 000 étrangers supplémentaires. Et 500 000 étrangers supplémentaires, c'est potentiellement 50 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'un étranger entre, il faut créer des places dans les écoles, dans les hôpitaux, il faut créer des logements, il faut créer des places dans les transports. Alors on ne le crée peut-être pas immédiatement, mais si on ne le crée pas, on appauvrit l'ensemble de la population, et c'est bien ce qui se passe, mais je n'ai pas entendu une seule fois le mot immigration dans le discours de M. Bayrou. C'est l'éléphant au milieu de la pièce, c'est ce qu'on ne veut pas voir, et tant que ce tabou ne sera pas brisé, il n'y aura pas de solution budgétaire en France.